Haut-Parleur. Bienvenue à tous. Aujourd'hui dans Haut-Parleur, on s'intéresse à l'intelligence artificielle alors qu'un plan national Osélia vient d'être lancé avec pour objectif de démocratiser l'intelligence artificielle dans toutes les entreprises françaises. Mais comment réussir cette évolution et d'abord, par où commencer? On en parle avec vous, Marguerite Lénart. Bonjour Marguerite. Bonjour Priscilla, merci beaucoup de me recevoir. Vous êtes manager du Reality Lab Marseille. C'est une filiale de la CCI Aix-Marseille-Provence qui accompagne les entreprises. Parlons d'abord un peu de vous. Comment êtes-vous tombé dans l'IA, vous qui êtes titulaire quand même d'un doctorat de l'université Sorbonne Nouvelle? Très simplement, moi j'ai grandi en aimant aussi bien les livres que les ordinateurs. À un moment donné, j'ai cherché à me former pour essayer de trouver quelque chose qui me permette d'associer les deux. Voilà. Et j'ai trouvé une formation qui venait de sortir à l'époque, juste après le bac, donc en 2003. Ça commence à faire il y a un petit moment. Du coup, qui m'a amené à faire du traitement automatique des langues. C'est une des sous-disciplines de l'intelligence artificielle à laquelle on doit les fameux LLM, Large Language Models, dont tout le monde a entendu parler depuis que notamment ChatGPT est sorti. Voilà. Donc finalement, très jeune, vous avez senti une connexion avec toutes ces nouvelles technologies et l'IA notamment? Alors l'IA, c'était pas tout à fait un concept. Oui. Exactement, c'était pas encore un concept aussi nettement défini qu'aujourd'hui. Mais effectivement, l'envie de faire des choses en associant les ordinateurs avec le reste de la vie, le reste du monde, les livres, les textes, comment les gens parlent. Voilà, ça c'était quelque chose de super motivant. Le Reality Lab existe depuis 4 ans. J'ai parlé en introduction de ce plan national. Il a été choisi pour être l'un des ambassadeurs de l'IA en France. En quoi ça va consister? Alors, le plan Osélia, puisque c'est de ça qu'il s'agit, qui a été lancé du coup le 1er juillet dernier par la ministre Clara Chapaz. En fait, ce plan-là, il s'adosse sur 300 ambassadeurs en France. Le but de la manœuvre, c'est qu'on soit une véritable courroie de transmission pour ancrer davantage dans la proximité des entreprises en territoire toute la continuité, on va dire, des différents plans d'investissement, plans d'action et plans d'accompagnement qui sont déjà en place et on va les poursuivre avec plus de proximité et plus d'ancrage. Donc pour que l'information nationale descende et aussi vous pour transférer beaucoup de choses sur le fonctionnement au plan local. Tout à fait, voilà, courroie de transmission. Exactement. L'intelligence artificielle permet de reproduire des comportements liés aux humains en termes de raisonnement, planification et créativité. Ça, c'est la définition officielle du Parlement européen. Marguerite, si une entreprise vous demande finalement à quoi va lui servir l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous lui répondez ? Que ça va dépendre de son secteur d'activité dans une certaine mesure, mais que pour la grosse majorité des entreprises, il y a différents outils qui peuvent déjà permettre de gagner du temps, principalement sur de la production de contenu. Les cas les plus courants par lesquels toutes les entreprises, à ma connaissance, démarrent, peu importe leur taille, ça va être typiquement accélérer la production de contenu, par exemple, pour des publications, peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être des documents internes aussi, sur lesquels on va gagner du temps en préparant ces éléments-là avant de les faire valider par qui de droit. Et puis, on voit aussi, là, plus récemment, arriver toute une génération d'outils assez matures pour ce qui va être aussi du contenu multimédia, de la génération d'images, de contenu vidéo, etc., que certaines entreprises, et pas forcément des grands groupes ou des startups très techno, arrivent tout à fait à s'approprier. Donc une question de rapidité, effet un peu multiplicateur, gain de productivité en tout cas. On entend souvent parler de l'expression IA générative. Est-ce que vous pouvez nous la définir ? Alors, l'IA générative... En fait, on va être très simple, c'est le fait de pouvoir donner une instruction en langage naturel, donc ça veut dire comme on parle là, ou comme on écrirait très normalement à quelqu'un. En mettant bonjour, voilà. Oui, bonjour, ou est-ce que tu peux m'aider à trouver une idée pour
je sais pas, ma prochaine actu, ma prochaine news, ou est-ce que tu peux m'aider à tourner un mail, peut-être à le formuler d'une certaine façon parce que je l'adresse à quelqu'un à qui j'ai pas trop l'habitude de m'adresser. Enfin, bon, voilà. Alors, l'idée, c'est que on se retrouve en face de sa machine. Avant, pour obtenir quelque chose de la machine, avant l'IA générative, il fallait savoir parler à la machine dans son langage, donc ça veut dire savoir coder, voilà. Exactement. Et la vraie différence apportée par l'IA générative, c'est que maintenant, on peut parler ou écrire à sa machine, comme on écrirait ou on parlerait avec un autre humain, et elle va nous répondre dans un langage qu'on comprend, puisqu'elle va nous répondre un texte. Simple, voilà. Exactement. C'est ça, l'IA générative, c'est la principale différence par rapport aux autres types d'IA. Donc avec ChatGPT notamment, exactement. Gemini, voilà. Voilà, exactement. Toutes sortes d'IA. Quelques chiffres pour parler de cette IA générative. 2 salariés sur 3 l'utiliseraient aujourd'hui au quotidien, mais seulement 13% des PME, des entreprises de taille intermédiaire ont sauté le pas. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux au niveau local de notre métropole Aix-Marseille-Provence, où en sont nos entreprises avec l'IA ? Alors, nos entreprises, déjà, elles bénéficient d'un contexte qui s'est vraiment intensifié en termes de dispositifs, de guichets de proximité, même d'accompagnement aussi dans le financement, dans certains cas. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles ont vraiment un environnement très favorable pour être accompagnées, se former, comprendre par où est-ce qu'il faudrait peut-être commencer pour que ça soit le plus bénéfique à leur activité. Donc c'est plus facile de se lancer. C'est beaucoup plus facile et puis c'est vrai que le chiffre de 13%, il est effectivement c'est une moyenne plutôt nationale. Nous, ce qu'on peut observer en tout cas, parce qu'on est plutôt vraiment sur la proximité territoriale, on a été jusqu'à un niveau départemental et dans certains départements, tout secteur d'activité confondu d'ailleurs, il y a certains taux d'adoption qu'on a observés qui vont jusqu'à 40% des entreprises qui n'en sont plus à se demander s'il faut y aller, qui sont allés et qui ont déjà trouvé des leviers pour soit gagner en productivité, soit faciliter certains de leurs processus. Pour autant, au démarrage, est-ce que c'est pas naturel d'avoir des craintes avant de se lancer, avant d'initier une démarche IA ? Bien sûr, surtout qu'autour de intelligence artificielle, en fait, il y a un imaginaire collectif qui est déjà assez ancien, qui rattache beaucoup l'IA à quelque chose de très, très technique. Donc forcément, si je ne suis pas technique, si je ne suis pas développeur, exactement. Donc je vais peut-être avoir des réticences, des appréhensions. Mais c'est aussi ce qui a fait le succès fulgurant des interfaces d'IA générative. C'est que finalement, plus de difficultés. Toutes les frictions à l'entrée, finalement, se sont effacées. Et donc, c'est pour ça que ça a eu beaucoup de traction. En revanche, le point est qu'on arrive à se l'approprier individuellement, pas de souci. C'est vrai que c'est pas plus compliqué. C'est accessible à tout un chacun, à condition d'avoir un ordinateur, un téléphone. Exactement. En revanche, savoir comment l'inscrire et le structurer à l'échelle d'une organisation, d'une entreprise, parce que finalement, ça va venir questionner toute l'épaisseur de l'entreprise. Un petit peu comme quand il a fallu généraliser l'usage de la micro-informatique, par exemple. Et oui, ça veut dire que les dactylos, on en avait un peu moins besoin. Les machines à écrire, c'était plus tout à fait les outils dont on avait besoin en priorité. Voilà, c'est le fondement des processus et des et de la façon de travailler en fait dans les entreprises qui est questionné. Et c'est là où l'enjeu et la valeur se trouvent. Vous parliez des emplois. On entend souvent dire que l'IA va détruire des emplois. Les métiers de saisie, de veille, par exemple, sont sans doute menés à disparaître. Vous la voyez comment, cette évolution ? Très naturellement. Je pense, comme on en a déjà connu de nombreuses, il faut penser que je crois qu'au début des années 2000, on avait encore des gens dont le métier, c'était d'être coupeur de presse, par exemple. Si on regarde un peu plus en arrière, il y a quelques siècles de ça, on n'avait pas de VTC, mais on avait peut-être des cochers. Enfin, voilà. Il y avait aussi... ceux qui, en Angleterre, je crois, surtout, réveillaient les mineurs en toquant à leur fenêtre, finalement, eux, ils ont été vite remplacés par le réveil matin. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Des métiers vont disparaître, c'est sûr. De toute façon, vont évoluer.
parce qu'il y a des technologies qui, finalement, les rendent plus ou moins obsolètes. Certains de ces métiers pourront rester quand même dans le paysage économique, mais peut-être plus comme des métiers d'artisanat, des métiers d'art, typiquement. Mais globalement, on va avoir cette évolution qui prend, ça dépend les métiers, ça dépend des époques, mais grosso modo, quelque part entre 10 et 30 ans pour évoluer et muter en quelque chose d'autre. Mais finalement, toujours l'humain sera aux manettes. C'est ça l'idée de l'intelligence artificielle. Bien sûr. On ne lui délègue pas tout. C'est ce qu'on lui souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Et justement, c'est pour ça que, pour revenir un peu à ce qu'on disait au niveau de la formation et de la formation tout au long de la vie, c'est important d'être conscient qu'on doit conserver cette maîtrise. Pourquoi ? Parce qu'il y a différentes études, on n'a peut-être pas trop le temps de tout détailler là, mais qui mettent en tout cas un point focal sur ce qu'on appelle l'outsourcing cognitif. Donc, c'est-à-dire que le cerveau, comme beaucoup d'autres choses dans notre corps, c'est un muscle. Et si on ne s'en sert pas régulièrement, on perd en efficacité. On va plus trop savoir s'en servir. Typiquement, je reviens à mon exemple de l'IA, ça peut être très pratique pour m'aider à tourner bien un texte, une formulation. Un mail. Exactement. Ça peut avoir de l'intérêt, bien entendu. En revanche, si on s'en sert uniquement pour déléguer quelque chose qu'on n'a pas trop envie de faire ou pas le temps de faire et qu'on n'associe pas à cette démarche le fait de regarder ce qui a été produit et de se dire tiens, peut-être que la prochaine fois, je vais essayer d'en faire un peu plus moi-même, donc de monter en compétence et plutôt d'utiliser l'IA en fait comme un compagnon que comme quelque chose qui va faire le job pour nous et puis finalement on ne saura plus faire. Voilà, c'est vraiment là tout l'enjeu. Il faut faire attention puisque là on parle vraiment de quelque chose qui est notre cerveau, qui est notre être, notre intimité aussi dans une certaine forme, notre unicité et la valeur qu'en tant que collaborateur on peut apporter à notre entreprise et à l'environnement dans lequel on travaille. Doit permettre justement de se gagner du temps en créativité pour faire d'autres choses, d'autres tâches. Tout à fait. Est-ce qu'on peut comparer l'intelligence artificielle aux grands changements qu'a vécu notre société ? On peut parler de l'automobile, je sais pas, Internet, le téléphone portable, pourquoi pas, les réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez un lien ? Tout à fait. Alors moi, surtout, le principal lien que j'ai voir, c'est que tous les secteurs que vous venez d'énoncer, en fait, intègrent depuis pas mal d'années pour certains des composants de l'intelligence artificielle, bien avant en fait qu'on parle vraiment d'IA générative, mais on pense par exemple aux véhicules autonomes, les smartphones sont blindés d'IA depuis une bonne vingtaine d'années. Et puis, voilà, dans les télécommunications, Internet aujourd'hui est une industrie qui, depuis un bon moment aussi, repose beaucoup sur des processus d'automatisation, d'analyse de contenu assistés par l'IA. On a tout le milieu publicitaire. Typiquement, toute la publicité en ligne travaille avec bien sûr, exactement l'intelligence artificielle. Tout à fait. Donc, en fait, même si on prend un tout petit peu de recul, en fait, l'IA est déjà là depuis longtemps. Elle est déjà là et elle est peut-être même un petit peu plus transformatrice puisque au final, elle ne transforme pas un secteur, elle les transforme tous. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles un chef d'entreprise doit s'y intéresser, si ce n'est pas déjà le cas, parce que le changement ne va faire qu'accélérer ? Oui. Typiquement, à moins vraiment qu'on ait, et quand bien même on aurait une activité qui est très peut-être artisanale, très traditionnelle, etc., on ne doit pas non plus se priver de cette nouvelle technologie qui finalement apporte des bénéfices réels pour tout le monde. Alors, vraiment, vous avez raison de le comparer au téléphone. Voilà, c'est pas parce que je fais du métier d'art de façon dans une niche extrêmement restreinte que je vais me passer du téléphone, me passer de l'ordinateur et me passer de moyens de communication modernes ou d'outils plus modernes pour m'aider à accélérer. Voilà, peut-être pour faire des sketchs, dessiner mes modèles, faire peut-être des premières maquettes. Voilà. Ça, c'est quelque chose, finalement, tous les secteurs devraient s'y intéresser et regarder à l'aune de leur propre processus comment est-ce qu'ils peuvent en tirer bénéfice pour gagner du temps et se concentrer sur ce qui fait leur valeur ajoutée. Pour l'utiliser à bon escient, la première étape, du coup, c'est le ciblage des besoins les plus prioritaires ? Oui.
Ça, c'est certain. Mais comme pour un peu tout, c'est-à-dire que quand on veut faire évoluer quelque chose dans l'entreprise, finalement, il faut peut-être avoir un regard très lucide sur comment est-ce qu'on fonctionne dans l'entreprise. Donc, quels sont les processus. Oui. Exactement. Et à partir du moment où on a explicité cela, alors on voit mieux où est-ce qu'on peut outiller pour gagner du temps, gagner de la performance. Est-ce que ça veut dire que pour être un peu magique, l'IA, pour qu'il y ait de la réussite, il faut être bien accompagné ? Seul, c'est un peu compliqué d'avoir ce regard comme ça à 360, de prendre du recul. C'est exactement, je pense, une des raisons pour lesquelles il y a de plus en plus, on parlait tout à l'heure du plan Osélia, de plus en plus de structures qui sont labellisées, qui sont reconnues pour pouvoir opérer ce type d'accompagnement, c'est-à-dire accompagner le porteur de projet, le dirigeant, l'entreprise, plus globalement, depuis une phase où on va l'acculturer, lui montrer les possibilités, ensuite la former, et évidemment, en parallèle, faire avec elle le diagnostic de ces processus pour pouvoir être le plus pragmatique possible dans les choix technologiques qu'on va faire ensuite. Et puis, en prenant à 360 la situation de l'entreprise, évidemment, parce que selon les compétences, selon les objectifs, selon le secteur plus ou moins concurrentiel, il faut faire des adaptations également. Donc, effectivement, à cet égard-là, il vaut mieux être entouré, en effet. Est-ce que pour vous, du coup, l'IA est intéressante, tout métier confondu, tout secteur d'activité confondu, du petit chef d'entreprise à la grande PME ? Absolument. Toutes les entreprises, toutes les tailles, tous les secteurs. Donc vraiment, voilà, de l'artisan, du commerçant, ils y ont un intérêt aujourd'hui à s'y intéresser, à accélérer de cette manière-là ? Bien sûr. Si on regarde du côté, typiquement, des artisans, des commerçants sur les très petites entreprises, ils sont les très mobilisés sur différents programmes, alors qu'on peut trouver ailleurs, mais qu'on diffuse aussi au niveau du reality dont on est partenaire. Mais typiquement, quand on regarde des choses, des ateliers pour s'initier aux outils numériques, maintenant, on y a systématiquement un module qui parle d'intelligence artificielle. Et cela, ça fait déjà bien 2-3 ans que ça rencontre un vif succès au niveau, au moins, pour parler de ce que je connais bien, au niveau de la région. C'est un cas qui a d'ailleurs encore été mis en lumière par la région Sud, par France Travail en région, avec l'ensemble de leurs partenaires, aux côtés desquels on pouvait aussi compter la Chambre des métiers de l'artisanat. Voilà. Donc vraiment de façon extrêmement large, ces petites entreprises sont très mobilisées. Ils trouvent du temps. Ce qui n'est pas forcément toujours simple. Ils trouvent du temps, ils viennent se former, ils viennent régulièrement sur différents modules. Ils ont compris. Un besoin bien identifié. Exactement, ils ont compris qu'ils ont vraiment quelque chose à en retirer. Pour autant, dans certaines entreprises, tout le monde n'a pas forcément les compétences numériques pour intégrer l'IA. Est-ce que c'est un constat que vous faites ? Alors, effectivement, et quand on dit intégrer l'IA, il faut voir un peu dans quelle mesure. Parce que sans être codeur, on l'a dit, voilà, sans faire bien du sûr. Code, voilà, ça peut être un secrétaire, une secrétaire. Exactement. Alors je pense qu'il y a deux aspects. Il y a un premier constat, alors qui est peut-être un peu, en tout cas qu'on ne peut pas cacher. C'est les résultats du dernier observatoire gouvernemental PIX qui évalue en fait les usages du numérique de façon générale dans les entreprises, donc en France. Et leur dernière étude constatait qu'il y a 60% des actifs, donc des salariés français actuellement en situation d'emploi, qui n'ont pas les compétences numériques nécessaires pour être pleinement autonomes dans l'exercice de leur emploi. Un chiffre qui est énorme, assez alarmant. C'est sûr que ça fait réagir. Voilà. Alors, le point, c'est, je pense... ce que ça veut dire, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à regarder du point de vue de l'accompagnement plus sur de la transformation et de l'appropriation des outils numériques de façon générale. De la formation continue, c'est ça ? Oui, typiquement, ça pourrait tout à fait être ça, exactement. Et donc, le deuxième
Le deuxième aspect, c'est de se dire que finalement, on a pour être simple, on va dire qu'on a 3 grosses catégories d'outils d'IA qu'on pourrait vouloir intégrer dans l'entreprise. Et donc, le premier niveau, c'est celui qu'on connaît tous dans la vie perso, dans la vie pro. C'est une interface de type chatbot. Voilà, on va lui écrire quelque chose. Exactement. Voilà. Je lui écris un truc rapidement, elle me répond, ça fait le boulot. Et là, il n'y a pas besoin de grand-chose en termes de compétences, évidemment. Après, quand on veut une intégration un petit peu plus profonde dans des processus d'entreprise, là, pour le coup, on a le choix entre 2 autres, on va dire, modes d'accès. Donc, soit... peut-être sans parler trop de mots barbares ou trop techniques, mais grosso modo, il y a les API, exactement. Oui. Donc les interfaces d'application. Application Programming Interface. Donc en gros, c'est les interfaces de programmatique, voilà, qui vont permettre en gros à 2 programmes de discuter ensemble. Voilà, grosso modo, ça sert à ça. Pour pouvoir intégrer une API, peu importe, que ce soit d'OpenAI, de Mistral, de qui on veut, là, ça demande un petit peu de compétences techniques. Là, on vient sur des profils donc la formation obligatoire. Si on n'a pas les compétences. Et profil codeur. D'accord. Même. Okay, là, plutôt technique. J'aurais même plutôt tendance à dire que si on n'a pas ces profils-là en interne, il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Et là, on a de la synergie en territoire et ça peut très bien se passer. Il n'y a pas de sujet. Et puis après, il y a, et là, je pense que ça concerne peut-être une fraction un peu moins importante d'entreprises, mais quand même, celles qui finalement peuvent, parce qu'elles ont les compétences, parce que peut-être elles sont déjà très tech dans leur ADN. Elles ont les moyens aussi, peut-être ? Peut-être aussi, voilà. Mais il y a beaucoup d'argent et de dispositifs aujourd'hui en France et en Europe pour ça. Donc pour ces boîtes-là, ces entreprises-là, c'est carrément aller sur le squelette, on va dire, de la technologie, c'est-à-dire prendre des modèles d'IA directement et les réentraîner pour son propre usage. Voilà, on peut avoir plein de cas de figure. Ça peut être pour de la reconnaissance d'images, par exemple, je sais pas, dans l'espace public, on a plusieurs cas d'usage. Il y a des départements en France qui ont déjà mis en place leur propre modèle d'IA, du coup, qu'ils ont adapté. Exactement, tout à fait. Pour, je sais pas, regarder la qualité des voies de circulation. Est-ce que, il n'y a pas trop de nids de poules? Est-ce que c'est en bon état? Bon, voilà. Donc, on a la possibilité, mais ça demande une certaine... un investissement en tout cas en termes de moyens et de volonté à tout le moins du chef d'entreprise. Tout à fait. Est-ce que il faut être raisonnable, l'expression un peu on met pas tous ses œufs dans le même panier, est-ce qu'il vaut mieux quand on est un chef d'entreprise choisir plusieurs modèles d'IA ou bien un seul? Qu'est-ce que vous conseillez? Moi, j'aurais tendance à recommander vraiment plutôt alors déjà de pas partir de la technologie, mais de partir du besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire différemment, mieux, plus vite, de partir de ça. Et c'est la réponse aux besoins qui doit guider le choix de la technologie. Voilà. Il n'y a pas une technologie qui fait tout. Oui. Ou tout très bien, ou tout... Encore une fois, le diagnostic fondamental pour identifier les besoins. Et puis, il faut être pragmatique. Là, on parle quand même de chef d'entreprise. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi regarder combien ça coûte, à court terme, à long terme. Voilà. Oui, qui, quoi, comment. Exactement. Donc, là-dessus, je pense que c'est très intéressant de toujours rester extrêmement pragmatique. Beaucoup de salariés, beaucoup d'entrepreneurs sont intéressés, sont préoccupés par la protection de l'environnement. Certains modèles sont consommateurs d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que cet impact-là, on peut le mesurer? On peut choisir en tout cas des outils d'IA qui sont moins consommateurs? On peut, en tout cas, l'avoir en tête, effectivement. De la même façon, je dirais que si on se préoccupe de ce qu'on appelle souvent la frugalité numérique, voilà. Alors, déjà, je pense que ça commence par un truc très simple. L'IA fait de très bonnes choses qui peuvent être vraiment bénéfiques aux individus comme aux entreprises, mais ça ne doit pas toujours être la solution. Il y a d'autres technologies qui peuvent être moins consommatrices et plus frugales et qui peuvent répondre à certains besoins. Voilà, effectivement, d'où l'intérêt de diagnostiquer.
Et ensuite, ce qui coûte vraiment, ce qui produit beaucoup d'impact... C'est le stockage des données, non, aussi, qui est... C'est le stockage. Le stockage, on avait déjà ce sujet depuis pas mal d'années. Par contre, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement des modèles d'IA, que ce soit vraiment donc, pour leur apprendre à pour qu'ils s'améliorent parce qu'ils font des erreurs quand même. Exactement. Et donc, il y a cet investissement initial qui peut être vraiment faramineux au départ. Et puis ensuite, comme le but, effectivement, vous l'avez dit, c'est qu'elle s'entraîne en fonction aussi des interactions qu'on a avec cette IA, eh bien ça aussi, ça a des externalités, ça a un coût computationnel, ça coûte de l'énergie. Oui, le fait de l'aider à être meilleur. Mais toutefois, alors ce qui peut être intéressant à garder en tête, c'est qu'à peu près depuis 2016, il y a dans la communauté scientifique des gens qui ont pointé ce sujet-là. Et qui s'y sont suffisamment bien intéressés, on va dire, dans la durée pour qu'aujourd'hui, on commence à avoir un certain nombre d'outils qui existent, dont certains peuvent être faciles d'accès gratuitement aussi, pour commencer à aider... À mesurer ? Exactement, mesurer l'impact, alors que ce soit avant d'avoir déployé un système d'IA ou voilà, pour avoir un petit peu une visibilité là-dessus. Et puis, dernier point, on voit aussi que cette conscience remonte même au niveau de l'État, hein, puisque dans certains appels à projets de la BPI depuis, au moins depuis 2024, on trouve dans ceux qui concernent les systèmes d'IA un certain nombre de dispositions qui invitent ceux qui vont candidater à ces appels à projets à avoir déjà dans leur boîte à outils. C'est cette conscience-là. Exactement. Ouais. De quoi mesurer un petit peu ce qu'ils vont faire dans le cadre de leur projet. Parmi les craintes qui reviennent, il y a celle de la fuite des données. Comment est-ce qu'on peut l'éviter ? Alors... La cybersécurité en général, voilà, la souveraineté, ça fait plein de questions. Tout à fait, ça fait une question avec beaucoup de dimensions, mais je vais essayer d'y répondre succinctement. Alors, la première chose, c'est que ça ne change pas d'il y a 20 ou 25 ans quand les réseaux sociaux sont arrivés, ou les grands moteurs... de recherche. Il y a un dicton qui marche toujours très bien. Quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Exactement. Voilà. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Ça, c'est le truc à avoir en tête. Et ça marche pour tout. Et même encore aujourd'hui. Donc, on fait attention. Prudence. Voilà. On fait attention à ce pas n'importe quoi. Exactement. Ou alors, c'est mieux de le faire en pleine conscience. Sinon, on risque de se sentir trahi et on va revenir dans une logique de défiance qui n'est pas forcément la plus productive. Donc, attention. Après, ça, c'est pour, on va dire, un conseil qui marche aussi dans la vie perso. Quand on arrive en contexte professionnel, attention. Attention parce que là, on expose, outre... finalement, une partie de ces données personnelles, une partie aussi des données de l'entreprise. Et là, ça peut être problématique. Il y a eu le cas, par exemple, de Samsung Electronics en début 2023, qui avait défrayé la chronique parce que plusieurs ingénieurs avaient essayé de gagner du temps. Finalement, ils ont fourni des documents qui ont permis à d'autres concurrents de faire quelque chose qui s'apparente à de l'espionnage industriel. Grosse inquiétude quand même, donc prudence. Alors, prudence, bonne pratique. Ça, c'est un premier point. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. On ne fait surtout pas les choses en dehors du radar. Hein, je veux dire, voilà. Et ensuite, pour ce qui est vraiment de la fuite des données en tant que telle et des questions de cybersécurité, là, il va falloir plutôt se concentrer sur les fournisseurs. C'est sûr que je veux dire, on est quand même conscient qu'aujourd'hui, dans l'écosystème réglementaire, on a le Cloud Act. Donc, ça veut dire que tout éditeur américain dont on utilise les solutions a droit de regard sur toutes les données qui transitent. Donc, il faut en être conscient. Il faut bien lire les contrats. Exactement. Et puis ensuite, on a du coup des fournisseurs aussi qui sont... européens, français, et plus peut-être en conformité avec la IACT et le RGPD de façon générale. Donc les choisir peut être une garantie, en tout cas, du respect.
de notre habitude face aux données personnelles. Et voilà. Après, données en général. Il faut peut-être... oui, ça c'est hyper important. Et vraiment, je pense que le bon conseil, moi ce que j'aurais tendance à recommander à tout le monde, c'est de regarder les fiches de la CNIL. Ils les actualisent extrêmement régulièrement. Il y a encore une actualisation, je crois, ce début de semaine, où en fait, voilà, ce sont des petites fiches pratiques. Qui sont assez claires. On peut très facilement s'approprier, en tout cas, les bons réflexes de choix, d'usage et de partenariat technologique éventuellement. On a parlé argent. Il y a un coût qui est variable en fonction du modèle qu'on va choisir. Et des dispositifs d'aide, vous l'aviez abordé, notamment via la BPI. Est-ce que vous pensez à d'autres plans accessibles au niveau local peut-être ? Au niveau local, alors effectivement, la BPI a des choses qui peuvent être déployées au national. Et au niveau local, en région sud, je le disais rapidement au début de notre échange, on a la région qui s'est vraiment massivement engagée avec un plan qui a été annoncé, leur feuille de route IA, c'est 70 millions d'euros sur la table, avec des choses très concrètes derrière. Il y a Move to Digital, il y a Mon Assistant IA, donc ça c'est vraiment des choses qui sont gratuites ou très peu coûteuses, ou avec une grosse prise en charge du côté des services publics pour vraiment soutenir les entreprises dans cette démarche d'adoption. Et puis, plus largement, on a aussi la métropole qui lance beaucoup d'opérations également en faveur de l'intelligence artificielle pour tout ce qui va concerner le territoire métropolitain. La ville aussi est investie, la ville de Marseille. Et puis, de façon générale, courroie de transmission, moi j'ai aussi envie de dire, voilà, bien sûr. Exactement, le réseau consulaire s'organise aussi bien au national au local, au plus proche, et donc toutes les CCI, qu'elles soient régionales, métropolitaines, territoriales, finalement sont toutes très ordonnées pour accompagner les entreprises au travers de différents dispositifs qui peuvent être soit gratuits, soit vraiment à un coût très, très accessible. Donc, ne pas hésiter à frapper à votre porte et à celle de tous les autres guichets que vous avez cités. S'il fallait résumer l'IA, pour vous, en quelques mots, c'est quoi ? L'IA, encore une fois, vous êtes pas très, très facile. Non, en fait, je pense qu'il y a une chose... à destination des chefs d'entreprise, je veux dire. Oui, bien sûr. Par votre expérience. J'entends bien. Je pense que la responsabilité. La responsabilité, parce que ça doit vraiment étalonner tout le reste. Si on se dit qu'on aborde cette nouvelle technologie de façon responsable, alors on va plus facilement avoir une responsabilité peut-être pour les salariés qui vont être impactés par le déploiement d'un système d'IA dans l'entreprise, une responsabilité aussi par rapport à la mesure et l'évaluation des externalités négatives, donc tout ce qu'on évoquait tout à l'heure en termes d'impact environnemental, la responsabilité du chef d'entreprise, c'est aussi le pragmatisme de son BFR, de tout son plan de financement de façon générale et de ses projections. Ça me semble être... un terme intéressant à garder en ligne de mire. En tête, une vraie ligne directrice. Exactement. Marguerite, beaucoup de choses sur l'IA. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Où est-ce qu'on peut rester à l'écoute de votre actualité ? Écoutez, reality.fr. Contact@reality.fr, contact au singulier. Et puis, évidemment, si vous passez par Marseille, près du Vieux-Port, faut absolument pas hésiter à nous voir pour aller prendre un café. Et puis, peut-être bientôt dans d'autres territoires. On aura certainement des annonces à faire comme ça à ce sujet sur le début de la rentrée prochaine. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à suivre nos actualités sur LinkedIn, @RealityLab. Voilà, on essaie de répondre rapidement. Merci beaucoup, Marguerite, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Priscilla, pour cet échange et puis l'opportunité d'avoir pu aborder tous ces sujets. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute de votre podcast Haut-Parleur. À très vite.